Bienvenue dans cette introduction aux trois notions fondamentales du programme de philosophie de terminale. Nous allons explorer la conscience, l'inconscient et autrui, trois concepts essentiels pour comprendre la condition humaine. Ces trois notions forment les piliers de l'étude du sujet humain. La conscience nous permet de nous connaître et de percevoir le monde. L'inconscient révèle ce qui échappe à notre conscience directe. Autrui représente l'autre comme miroir de notre propre humanité. Ces concepts sont essentiels car ils nous permettent de comprendre la condition humaine dans toute sa complexité. Ils nous invitent à questionner notre rapport à nous-mêmes, à explorer nos relations aux autres et à développer notre esprit critique tout en nous préparant efficacement à l'épreuve du baccalauréat. Notre cours suivra une progression logique. Nous explorerons d'abord la conscience, puis découvrirons l'inconscient illustré par ce célèbre modèle de Freud avant de rencontrer autrui. Nos objectifs sont de maîtriser les concepts fondamentaux, d'analyser les textes philosophiques, de construire une argumentation solide et de développer votre réflexion personnelle. Cette introduction pose les bases de notre parcours philosophique. Chaque notion sera approfondie avec rigueur et méthode, vous préparant ainsi à réussir votre épreuve de philosophie et à enrichir votre compréhension de l'être humain. La conscience est l'un des concepts les plus fondamentaux de la philosophie. Pour comprendre ce qu'elle représente, nous devons d'abord la définir précisément et explorer ses différentes dimensions. La conscience peut être définie comme la capacité fondamentale de l'être humain à se représenter le monde qui l'entoure et lui-même. Cette capacité nous distingue et nous permet d'avoir une expérience subjective de la réalité. La conscience se manifeste sous deux formes principales. D'abord, la conscience immédiate, qui est notre perception simple et directe du monde. Ensuite, la conscience réfléchie, qui implique un retour sur soi et une analyse de notre propre expérience. Prenons des exemples concrets pour illustrer cette distinction. Quand vous dites « j'ai faim », c'est de la conscience immédiate, une perception directe. Mais quand vous dites « je sais que j'ai faim », vous exercez une conscience réfléchie, vous observez votre propre état. Ce diagramme nous montre que la conscience n'est pas un phénomène isolé. Elle fonctionne dans un système dynamique qui inclut notre rapport à nous-mêmes, aux autres facteurs de notre environnement et à autrui. C'est un processus d'expansion constante de notre compréhension. En synthèse, la conscience est cette faculté remarquable qui nous permet non seulement de percevoir le monde à travers la conscience immédiate, mais aussi de nous observer nous-mêmes grâce à la conscience réfléchie. Elle nous permet d'établir des relations avec autrui et de construire notre identité. C'est véritablement au cœur de ce qui nous rend humains. La conscience définit-elle l'homme ? Cette question fondamentale nous amène à explorer l'une des réflexions les plus importantes de la philosophie moderne. René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, révolutionne la pensée en plaçant la conscience au cœur de la définition de l'homme. Pour lui, c'est la conscience qui distingue fondamentalement l'être humain de tous les autres êtres. Le célèbre « je pense, donc je suis » cogito ergo sum en latin, constitue la pierre angulaire de la philosophie cartésienne. Cette formule exprime la première certitude indubitable que Descartes découvre dans sa recherche de la vérité. Descartes développe un raisonnement rigoureux. Par le doute méthodique, il remet en question toutes ses connaissances. Mais même en doutant de tout, il découvre qu'il ne peut douter qu'il doute, c'est-à-dire qu'il pense. Et s'il pense, alors il existe nécessairement. La conscience devient ainsi le fondement même de l'être. Pour Descartes, la conscience ne se contente pas d'assurer l'existence, elle définit véritablement l'homme. Elle lui confère son identité unique, sa capacité de liberté, sa dignité morale et sa responsabilité. C'est parce que l'homme est conscient qu'il peut se distinguer du monde et agir en être libre. Dans le discours de la méthode, publié en 1637, Descartes expose sa méthode philosophique et développe le fameux cogito. Il y affirme que la raison est universellement partagée et que c'est précisément la conscience qui fait la dignité de l'homme, le distinguant de tous les autres êtres vivants. Ainsi, pour Descartes,
La conscience définit bel et bien l'homme. Elle est la source de sa certitude d'exister, le fondement de son identité et la garantie de sa liberté et de sa dignité. En somme, c'est la conscience qui fait l'homme. Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste français du XXe siècle, révolutionne notre compréhension de la conscience et de la liberté humaine. Sa philosophie place l'homme au centre de sa propre existence. Sartre développe une conception radicale de la liberté humaine. Pour lui, l'existence précède l'essence, ce qui signifie que l'homme existe d'abord, puis se définit par ses choix et ses actes. La formule la plus célèbre de Sartre est « L'homme est condamné à être libre ». Cette expression paradoxale révèle que la liberté n'est pas un privilège, mais une condition inévitable de l'existence humaine. Sartre explique que nous sommes condamnés à être libres, car nous n'avons pas choisi d'exister. Mais une fois jetés dans le monde, nous devons constamment faire des choix. Cette liberté s'accompagne d'une responsabilité totale. Pour Sartre, la conscience est toujours intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle est toujours conscience de quelque chose. Elle ne peut pas exister dans le vide, elle se définit par sa relation aux objets du monde. La conscience sartrienne se caractérise par 3 dimensions essentielles. Elle est liberté, car elle peut choisir, elle est projet, car elle se tourne vers l'avenir, et elle est engagement, car elle assume la responsabilité de ses actes. Prenons l'exemple d'une personne issue d'un milieu modeste. Selon Sartre, elle n'est pas déterminée par ses origines. Elle peut choisir d'accepter sa condition ou de se projeter vers un avenir différent. Cette personne peut choisir de développer des qualités comme le travail, l'humilité et la persévérance pour atteindre le succès, ou bien laisser l'ego et la paresse la conduire à l'échec. Pour Sartre, nous créons notre essence par nos choix répétés. En conclusion, la philosophie sartrienne nous enseigne que l'homme n'a pas d'essence prédéfinie. Il se crée lui-même par ses choix et ses actes. Cette liberté radicale s'accompagne d'une responsabilité totale. Nous sommes entièrement responsables de ce que nous faisons de notre existence. La conscience de soi semble être la chose la plus évidente du monde. Nous avons l'impression d'avoir un accès direct et immédiat à nos pensées, nos sentiments, nos désirs. Mais cette évidence est-elle vraiment fondée? Selon le modèle cartésien, la conscience est parfaitement transparente à elle-même. Descartes affirme que nous avons un accès direct et certain à nos pensées. La conscience de soi serait donc immédiate, sans médiation ni obstacle. Sigmund Freud bouleverse cette conception avec sa célèbre formule « L'homme n'est pas maître dans sa propre maison ». Cette révolution psychanalytique remet en question l'idée d'une conscience transparente et maîtresse d'elle-même. Freud propose le modèle de l'iceberg pour expliquer la structure de notre psychisme. La partie visible, le conscient, ne représente qu'une infime portion de notre vie mentale. En dessous se trouve le préconscient, puis l'inconscient, vaste réservoir de nos pulsions et désirs refoulés. Cette représentation illustre parfaitement la complexité de notre psychisme. Chaque niveau possède ses propres mécanismes. Le conscient avec ses processus rationnels, le préconscient avec sa fonction de mémoire et l'inconscient avec ses pulsions et ses mécanismes de défense. Cette découverte de l'inconscient a des conséquences majeures. Nos motivations réelles nous échappent souvent, nos comportements sont influencés par des forces que nous ne contrôlons pas consciemment. Un simple lapsus peut révéler une pensée inconsciente que nous n'avions nullement l'intention d'exprimer. En conclusion, la conscience de soi n'est pas immédiate comme le pensait Descartes. Elle est médiatisée par l'inconscient et nécessite un véritable travail de déchiffrement. L'inconscient devient ainsi une notion centrale pour comprendre la complexité du sujet humain et les limites de sa connaissance de soi. La conscience de soi ne naît pas dans l'isolement. Selon le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel, elle émerge nécessairement dans la relation conflictuelle avec autrui. Pour Hegel, la conscience de soi n'est pas donnée immédiatement. Elle se construit à travers un processus dialectique où l'individu doit être reconnu par un autre pour se reconnaître lui-même. Le concept central est celui de la reconnaissance. Pour Hegel, je ne peux me connaître comme conscience de soi
qu'à travers le regard d'une autre conscience qui me reconnaît comme telle. Cette théorie trouve son illustration la plus célèbre dans la dialectique du maître et de l'esclave. Hegel décrit une lutte à mort pour la reconnaissance entre deux consciences. Dans cette lutte, celui qui accepte de risquer sa vie pour la reconnaissance devient le maître. Celui qui préfère la vie à la reconnaissance devient l'esclave. Bien que Hegel utilise cette métaphore de manière abstraite, elle résonne avec les réalités historiques de l'esclavage et des rapports de domination. Mais cette théorie trouve aussi une illustration plus concrète dans le développement de l'enfant. Observons comment un enfant prend conscience de lui-même. L'enfant ne naît pas avec une conscience de soi développée. C'est à travers l'imitation, le jeu et surtout le regard des autres qu'il apprend à se connaître. Dès les premiers mois, le bébé cherche le regard de ses parents. Cette interaction est fondamentale pour le développement de sa propre identité. Les moments de réconfort, d'encouragement et d'interaction sociale permettent à l'enfant de construire progressivement une image de lui-même. Ainsi, que ce soit dans la théorie hegelienne ou dans l'observation du développement infantile, nous constatons qu'autrui joue un rôle constitutif dans la formation de la conscience de soi. Comme le résume Hegel, la conscience de soi existe en soi et pour soi quand et par le fait qu'elle existe pour une autre conscience de soi. Nous entrons maintenant dans l'une des révolutions les plus importantes de la pensée moderne, la découverte de l'inconscient. Cette notion va bouleverser notre compréhension du sujet humain. Depuis Descartes, la philosophie occidentale repose sur l'idée d'un sujet parfaitement conscient de lui-même. Le cogito cartésien affirme que la pensée consciente est le fondement de notre existence et de notre connaissance. Mais au XIXe siècle, une idée révolutionnaire émerge. Et si une grande partie de notre vie psychique nous échappait? Et si nous n'étions pas les maîtres absolus de notre propre esprit? Freud propose la célèbre métaphore de l'iceberg pour illustrer cette révolution. Comme un iceberg, notre psychisme a une partie visible, la conscience. Mais la plus grande partie reste cachée sous la surface, c'est l'inconscient. Cette découverte de l'inconscient marque véritablement l'entrée dans la modernité psychologique. Elle remet en question la souveraineté absolue de la raison et ouvre la voie à une nouvelle compréhension de l'identité humaine. L'introduction de l'inconscient constitue donc une révolution conceptuelle majeure. Elle nous invite à repenser entièrement notre rapport à nous-mêmes et ouvre la voie à de nouvelles disciplines comme la psychanalyse. La conscience et l'inconscience sont-elles vraiment opposées? Cette question fondamentale nous amène à examiner la révolution conceptuelle apportée par Freud dans notre compréhension du psychisme humain. Freud nous propose une vision révolutionnaire du psychisme humain. Plutôt qu'une simple opposition entre conscience et inconscience, il distingue 3 niveaux distincts de notre vie mentale. Le premier niveau est le conscient. Il s'agit de tout ce dont nous avons clairement connaissance à un moment donné. Nos pensées actuelles, nos perceptions immédiates, nos sensations présentes. Le deuxième niveau est le préconscient. Il contient tout ce que nous pouvons retrouver par un effort de mémoire. Nos souvenirs, nos connaissances stockées, tout ce qui peut revenir à la conscience sur demande. Le troisième niveau, le plus révolutionnaire, est l'inconscient. Il contient tout ce qui est refoulé, inaccessible directement à la conscience, mais qui reste actif et influence nos comportements, nos rêves, nos lapsus. Prenons un exemple concret avec le lapsus freudien. Imaginez qu'un étudiant dise à son professeur « Au revoir papa » au lieu de « Au revoir monsieur ». Ce lapsus révèle un désir inconscient de reconnaissance paternelle. Les rêves constituent un autre exemple fascinant. Freud les appelle la voie royale vers l'inconscient. Un rêve de vol peut révéler un désir refoulé de liberté ou d'évasion d'une situation oppressante. Ainsi, conscience et inconscience ne sont pas opposées, mais complémentaires. L'inconscient n'est pas l'absence de conscience, mais une forme différente d'activité psychique qui influence constamment notre vie consciente. Cette question fondamentale interroge la compatibilité entre l'existence de l'inconscient et notre liberté humaine. Si des forces inconscientes dirigent nos actions, pouvons-nous encore prétendre être libres? L'objection déterministe semble évidente.
Si nos actions sont dictées par des pulsions inconscientes, des refoulements et des mécanismes psychiques qui nous échappent, comment pouvons-nous prétendre être les auteurs libres de nos actes? L'iceberg freudien illustre parfaitement cette problématique. Si la conscience n'est que la partie émergée de notre psychisme, et si l'inconscient bien plus vaste contient nos pulsions refoulées, nos traumatismes oubliés et nos mécanismes de défense, alors nos actions conscientes ne seraient-elles pas simplement l'expression de ces forces souterraines? Freud répond à cette objection de manière paradoxale mais profonde. Pour lui, la prise de conscience de l'inconscient ne supprime pas la liberté, mais la rend au contraire possible. Sa célèbre formule « Là où était le ça, le moi doit advenir » exprime cette idée révolutionnaire. Le processus psychanalytique permet de reconnaître ces forces inconscientes, de comprendre leur origine et ainsi d'acquérir une maîtrise progressive par la conscience. Cette connaissance de soi approfondie augmente notre liberté plutôt que de la diminuer. Cette transformation peut être illustrée simplement. Avant la prise de conscience, nous subissons nos pulsions inconscientes sans les comprendre. Après le travail d'analyse, la connaissance de ces mécanismes nous permet de les maîtriser et d'accéder à une liberté authentique. Nietzsche enrichit cette réflexion avec sa célèbre observation. Ce que nous faisons n'est jamais dicté par la raison seule. Il nous rappelle que nos actions résultent de forces multiples, pulsions, émotions, habitudes, contexte social, et que la raison n'est qu'un élément parmi d'autres. En synthèse, l'inconscient ne supprime pas la liberté, il la complexifie et l'enrichit. La vraie liberté n'est pas l'illusion d'un contrôle total de soi, mais la connaissance lucide de nos déterminismes et la capacité à composer avec eux. La prise de conscience de l'inconscient ne diminue pas notre liberté, elle la rend plus authentique et plus profonde. Après Freud, de nouvelles approches de l'inconscient ont émergé, remettant en question certains aspects de sa théorie, tout en enrichissant notre compréhension des processus mentaux inconscients. Jacques Lacan, psychanalyste français, propose une révision majeure de la théorie freudienne. Pour lui, l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de pulsions refoulées, mais il est structuré comme un langage. Cette approche linguistique de l'inconscient signifie que les processus inconscients suivent les mêmes règles que le langage: métaphore, métonymie, condensation et déplacement. Les symptômes deviennent alors des formations linguistiques à décoder. Selon Lacan, l'inconscient se révèle à travers les signifiants, les éléments formels du langage. Les lapsus, jeux de mots involontaires et équivoques, ne sont pas des accidents, mais des manifestations directes de l'inconscient. Ces phénomènes linguistiques révèlent que l'inconscient n'est pas muet. Il parle, mais d'une manière détournée, à travers les failles et les glissements du discours conscient. Les neurosciences modernes révèlent une autre forme d'inconscient, l'inconscient cognitif. Contrairement à l'inconscient freudien basé sur le refoulement, cet inconscient concerne les processus automatiques du cerveau. Ces processus incluent le traitement de l'information sensorielle, la reconnaissance de formes, l'apprentissage implicite et la prise de décision intuitive. Ils fonctionnent en permanence sans que nous en ayons conscience. Ces différentes approches ne s'excluent pas mutuellement, mais offrent des perspectives complémentaires sur l'inconscient. Freud révèle l'inconscient des désirs refoulés, Lacan celui du langage, et les neurosciences celui des processus cognitifs automatiques. Cette diversité d'approches enrichit notre compréhension de la complexité de l'esprit humain et montre que l'inconscient n'est pas un concept monolithique, mais un ensemble de phénomènes aux multiples facettes. La construction de la conscience de soi ne se fait pas dans l'isolement. Selon les philosophes, autrui joue un rôle fondamental dans ce processus de découverte et de définition de notre identité. Pour Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la conscience de soi ne peut émerger que dans la rencontre avec autrui. Cette théorie, connue sous le nom de dialectique de la reconnaissance, montre que nous ne pouvons nous connaître qu'à travers le regard et la reconnaissance de l'autre. Selon Hegel, l'homme devient vraiment lui-même dans et par la reconnaissance de l'autre. Ce processus est bidirectionnel.
Je me reconnais en reconnaissant autrui et autrui me reconnaît en se reconnaissant lui-même. Jean-Paul Sartre développe cette idée en affirmant qu'autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Cela signifie que je ne peux accéder à une véritable connaissance de moi qu'à travers la médiation d'autrui. Autrui me révèle des aspects de moi-même que je ne peux découvrir seul. Par son regard, ses réactions, ses jugements, il me renvoie une image de moi qui enrichit et parfois transforme ma propre perception. Mais Sartre souligne aussi l'aspect problématique de cette relation. Le regard d'autrui peut me figer, me chosifier. Sous le regard de l'autre, je deviens objet plutôt que sujet, perdant momentanément ma liberté et ma spontanéité. Cette transformation de sujet en objet sous le regard d'autrui est une expérience universelle que nous avons tous vécue. Pensez à ces situations où vous ressentez une gêne soudaine quand quelqu'un vous observe en train de faire quelque chose d'intime ou de spontané. Dans ces moments, le regard d'autrui transforme notre comportement naturel en quelque chose de conscient et contraint. Nous prenons soudainement conscience de nous-mêmes à travers les yeux de l'autre. En synthèse, autrui joue une double fonction dans la construction de notre conscience de soi. D'un côté, il a un rôle constructif en révélant notre identité et en permettant la reconnaissance mutuelle. D'un autre côté, il peut avoir un aspect contraignant en nous objectifiant, en limitant notre spontanéité et en créant parfois de la gêne ou de l'aliénation. Ainsi, autrui est à la fois condition de possibilité et limite de notre conscience de soi. Cette tension dialectique est au cœur de l'expérience humaine et de la construction de notre identité. Dans cette section, nous allons explorer une question fondamentale de la philosophie. Autrui représente-t-il un obstacle à notre liberté et à notre épanouissement personnel? Commençons par examiner la perspective selon laquelle autrui constitue un obstacle à notre liberté individuelle. Cette vision pessimiste de la relation à l'autre trouve son expression la plus célèbre chez Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans sa pièce Huis prononce cette phrase devenue célèbre « L'enfer, c'est les autres ». Cette formule saisissante résume une conception de la relation humaine comme source de souffrance et d'aliénation. Pour Sartre, le regard d'autrui me transforme en objet. Quand je suis observé et jugé par l'autre, je perds ma liberté d'être et de me définir moi-même. Je deviens prisonnier de l'image que l'autre se fait de moi. Autrui peut représenter un obstacle sous plusieurs formes. D'abord par son jugement constant. Le regard de l'autre m'évalue, me critique et limite ma spontanéité. Ensuite par la catégorisation. Autrui m'enferme dans des étiquettes sociales, des rôles prédéfinis qui limitent ma liberté d'être authentique. Autrui peut aussi me manipuler, utiliser mon besoin de reconnaissance pour m'influencer et me faire agir contre ma volonté véritable. Enfin, les sentiments négatifs d'autrui, envie, jalousie, haine, peuvent créer un environnement toxique qui entrave mon épanouissement personnel. Face à ces obstacles, certaines personnes choisissent l'isolement comme protection. Elles limitent leurs relations sociales pour éviter le jugement et la manipulation. Mais cette solution n'est-elle pas elle-même problématique? Cette vision d'autrui comme obstacle révèle une tension fondamentale. Même si l'autre peut limiter notre liberté, il reste nécessaire à la construction de notre identité. Cette dialectique de la reconnaissance montre la complexité de la condition humaine, prise entre le besoin d'autonomie et la nécessité de la relation à autrui. Emmanuel Levinas révolutionne notre compréhension d'autrui en proposant une vision radicalement nouvelle. Autrui n'est plus seulement un obstacle ou un miroir, mais devient une richesse éthique fondamentale qui transforme notre existence même. Pour Emmanuel Levinas, philosophe français d'origine lituanienne, la rencontre avec autrui constitue l'expérience éthique fondamentale. Sa pensée, marquée par l'expérience de la Shoah, place la responsabilité envers autrui au cœur de l'existence humaine. Le concept central de Levinas est celui du visage d'autrui. Ce visage ne désigne pas simplement l'apparence physique, mais la manifestation de l'humanité d'autrui dans sa vulnérabilité et sa dignité. Le visage révèle quelque chose d'irréductible qui échappe à notre compréhension et à notre pouvoir. Levinas développe l'idée paradoxale de l'infini dans le fini. Autrui,
bien qu'étant un être fini comme nous, révèle quelque chose d'infini qui échappe à notre saisie conceptuelle. Cette transcendance ne se situe pas dans un au-delà métaphysique, mais dans la rencontre concrète avec le visage d'autrui. Lévinas illustre sa pensée par l'exemple saisissant du regard d'un enfant souffrant. Ce regard ne me demande rien explicitement, mais il constitue un appel silencieux qui me met face à ma responsabilité fondamentale. L'enfant vulnérable révèle l'essence même de l'éthique. Je ne peux pas rester indifférent face à sa souffrance. Cette responsabilité envers autrui présente des caractéristiques paradoxales selon Lévinas. Elle précède tout choix conscient, elle est asymétrique car je ne peux pas exiger la réciprocité, et elle est infinie car elle dépasse mes capacités. Cette responsabilité me constitue comme sujet éthique avant même que je ne le décide. Pour Lévinas, l'amour authentique ne peut pas être séparé de l'éthique. Aimer véritablement, c'est reconnaître et respecter l'altérité absolue d'autrui, sans chercher à le réduire à nos propres projets ou désirs. L'amour devient ainsi une forme privilégiée de la relation éthique, où je m'ouvre à l'infini qui se révèle dans le fini d'autrui. Ainsi, autrui devient une richesse fondamentale qui révèle ma propre humanité. Loin d'être un obstacle à ma liberté, autrui m'ouvre à une dimension éthique qui donne sens à mon existence. Cette vision lévinassienne transforme radicalement notre compréhension des relations humaines, faisant d'autrui non plus un enfer, mais la condition même de notre humanisation. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre exploration des 3 piliers fondamentaux du sujet humain: la conscience, l'inconscient et autrui. Ces 3 concepts forment ensemble l'architecture complexe de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Chacun joue un rôle essentiel dans notre existence. Visualisons ces 3 piliers qui soutiennent l'édifice de notre humanité. La conscience est ce qui fait de nous des sujets libres, capables de vérité, de choix et de responsabilité. Elle nous permet de nous connaître et de diriger notre existence. L'inconscient représente le versant obscur du sujet, cette partie de nous-mêmes qui nous échappe, mais qui influence profondément nos actions. Bien qu'inaccessible directement, il peut être exploré et interprété. Autrui joue un rôle fondamental dans notre existence. Il est à la fois miroir qui nous révèle à nous-mêmes, juge qui nous évalue, compagnon qui nous accompagne et parfois adversaire qui nous défie. Sa présence est toujours essentielle à notre propre existence. Ces 3 piliers ne sont pas isolés. Ils interagissent constamment et se définissent mutuellement dans la construction de notre identité humaine. En conclusion, le sujet humain émerge de la tension dynamique entre ces 3 dimensions fondamentales. La conscience nous donne la liberté, l'inconscient nous révèle nos limites et autrui nous confronte à notre humanité. C'est dans cette interaction complexe que se révèle toute la richesse de l'existence humaine. Conscience, inconscient et autrui, 3 piliers indissociables de notre condition humaine. Le sujet humain ne peut jamais être compris comme une entité isolée. Il existe fondamentalement en relation, dans un dialogue permanent qui structure son être même. Cette nature relationnelle du sujet se manifeste à travers 3 dimensions fondamentales de dialogue qui s'entremêlent constamment. La première dimension est le dialogue que le sujet entretient avec lui-même. Cette conscience réflexive permet un retour constant sur ses propres pensées, un questionnement intérieur qui caractérise l'existence humaine. Cette voix intérieure, formée par nos expériences et nos relations, devient le fondement de notre dialogue permanent avec nous-mêmes. La deuxième dimension concerne le dialogue avec son passé enfoui. L'inconscient freudien nous montre que nous sommes en constant dialogue avec des éléments psychiques qui nous échappent mais nous influencent. Le sujet porte en lui toute son histoire personnelle et collective, créant un dialogue permanent entre passé et présent qui structure son identité. La troisième dimension est le dialogue avec autrui. Comme l'a montré Hegel, la conscience de soi ne peut se développer que dans la relation à l'autre, dans un processus de reconnaissance mutuelle. Ces différents niveaux de dialogue, de la simple conversation au débat philosophique, enrichissent constamment notre subjectivité et notre compréhension du monde. Ces 3 dimensions du dialogue ne sont pas séparées, mais s'entremêlent constamment. Le sujet existe dans cette interconnexion permanente
qui fait de lui un être fondamentalement relationnel. Ainsi, le sujet n'est jamais une monade isolée, mais plutôt un nœud de relations en perpétuel mouvement, se construisant et se transformant dans ce dialogue constant avec lui-même, son histoire et les autres. Cette compréhension relationnelle du sujet nous permet de saisir la richesse et la complexité de l'existence humaine, toujours prise dans ce tissu de relations qui la constitue. Dans cette section, nous allons explorer 3 problématiques essentielles qui peuvent faire l'objet de dissertations de philosophie. Ces questions touchent au cœur des notions de conscience, d'inconscient et d'autrui que nous avons étudiées. La première problématique interroge la certitude de notre identité personnelle. Cette question soulève des enjeux fondamentaux. Notre identité est-elle stable dans le temps? Comment l'inconscient et autrui influencent-ils notre perception de nous-mêmes? Pour traiter cette dissertation, on peut s'appuyer sur Descartes et la certitude du cogito, mais aussi sur Freud, qui montre que l'inconscient remet en question notre connaissance de nous-mêmes, et sur Hegel, qui souligne le rôle d'autrui dans la construction de notre identité. La deuxième problématique explore le lien entre ignorance et responsabilité morale. Si nous ne connaissons pas entièrement notre inconscient, pouvons-nous être tenus responsables de nos actes? Cette question interroge les limites de la responsabilité humaine. Cette dissertation peut s'appuyer sur Freud, qui montre que la prise de conscience de l'inconscient permet une meilleure maîtrise de soi, et sur Sartre, qui affirme que nous sommes toujours responsables, même de ce que nous ne choisissons pas consciemment. La troisième problématique interroge la nature ambivalente de notre rapport à autrui. Autrui peut-il être à la fois ce qui limite notre liberté et ce qui la rend possible? Cette question explore la tension fondamentale entre individualité et socialité. Pour cette dissertation, on peut confronter Sartre qui voit autrui comme une menace potentielle à notre liberté, Hegel qui montre que la reconnaissance d'autrui est nécessaire à notre existence, et Lévinas qui fait d'autrui le fondement de notre responsabilité éthique. Pour réussir ces dissertations, il est essentiel de bien analyser les termes de la question, d'identifier les présupposés et de construire une problématique claire. N'oubliez pas de vous appuyer sur les auteurs étudiés et d'illustrer vos arguments avec des exemples concrets. Ces 3 problématiques illustrent la richesse et la complexité des questions philosophiques sur le sujet humain. Elles vous permettront d'approfondir votre réflexion sur la conscience, l'inconscient et autrui dans le cadre de l'épreuve de dissertation. La réforme du baccalauréat de 2019 a profondément transformé l'organisation et l'évaluation de cet examen emblématique du système éducatif français. Cette réforme majeure a supprimé les anciennes filières littéraires, économiques et scientifiques pour introduire un système de spécialité plus flexible. Elle a également mis en place un nouveau système d'évaluation combinant contrôle continu et épreuve terminale. Les élèves choisissent désormais 3 spécialités en classe de première, puis se concentrent sur 2 spécialités en terminale. Chaque spécialité représente un volume horaire important dans leur formation. Le nouveau baccalauréat se compose de 2 éléments principaux. Le contrôle continu, qui représente 40% de la note finale, et les épreuves terminales, qui comptent pour 60%. Cette répartition s'applique différemment selon le type de baccalauréat. Examinons en détail la composition de chaque type d'examen. Dans ce nouveau système, la philosophie occupe une place particulièrement importante. Elle fait partie des épreuves terminales et bénéficie d'un coefficient élevé qui reflète son importance dans la formation intellectuelle des élèves. Pour le baccalauréat général, la philosophie a un coefficient de 8, ce qui en fait l'une des matières les plus importantes. Pour le baccalauréat technologique, elle conserve un coefficient de 4, témoignant de son rôle fondamental dans la formation de tous les élèves. Cette réforme préserve l'universalité de l'enseignement philosophique en France. Tous les élèves, quelle que soit leur orientation, continuent de bénéficier de cet enseignement qui développe l'esprit critique et la capacité de réflexion. Le maintien de coefficients élevés témoigne de l'importance accordée à cette discipline dans la formation intellectuelle des futurs citoyens.
La préparation à l'épreuve de philosophie du baccalauréat nécessite une approche méthodique et rigoureuse. Cette épreuve, avec son coefficient élevé, demande une maîtrise parfaite de la méthodologie et une connaissance approfondie des notions philosophiques. La dissertation philosophique constitue l'un des deux exercices possibles à l'épreuve. Elle exige une méthodologie précise que tout candidat doit parfaitement maîtriser. Les étapes essentielles de la dissertation incluent d'abord une lecture attentive du sujet, puis l'analyse des termes clés, la problématisation, l'élaboration d'un plan structuré et enfin la rédaction avec introduction, développement et conclusion. L'explication de textes philosophiques représente l'autre exercice possible. Elle demande une approche différente mais tout aussi rigoureuse, centrée sur l'analyse précise d'un extrait d'œuvre philosophique. L'explication de texte exige de suivre l'ordre du texte, d'expliquer chaque concept, de dégager la structure argumentative et de montrer la cohérence de la pensée de l'auteur. Au-delà de la méthodologie, la réussite à l'épreuve de philosophie repose sur une connaissance solide des notions au programme et des grands auteurs de la tradition philosophique. Les notions du programme couvrent tous les domaines de la philosophie: la métaphysique, l'épistémologie, l'éthique, la philosophie politique, l'esthétique et la logique. Chaque notion doit être comprise dans ses enjeux et ses problématiques. La connaissance des grands philosophes et de leurs œuvres est indispensable. De Platon à Sartre, en passant par Descartes, Kant et Nietzsche, chaque auteur apporte des concepts et des arguments spécifiques qu'il faut savoir mobiliser. L'entraînement régulier constitue la clé de la réussite. Il ne suffit pas de connaître la théorie, il faut pratiquer constamment les exercices pour développer les automatismes et la fluidité de rédaction. L'entraînement doit être progressif et régulier. Commencez par des plans détaillés, puis rédigez des introductions et conclusions avant de vous attaquer aux dissertations complètes. La correction et l'auto-évaluation sont essentielles. La préparation efficace à l'épreuve de philosophie combine donc méthodologie rigoureuse, connaissances solides et entraînement constant. Cette triple exigence garantit une approche complète et une réussite durable. Rappelez-vous que la philosophie n'est pas seulement une matière d'examen, mais une discipline qui développe l'esprit critique et la capacité de réflexion. Cette perspective enrichira votre préparation et votre compréhension des enjeux philosophiques. L'explication de texte est un exercice fondamental en philosophie qui demande une méthode rigoureuse et une approche méthodique. Voici les conseils essentiels pour réussir cet exercice. La première étape consiste à identifier clairement la thèse principale de l'auteur. Il s'agit de l'idée centrale que le philosophe cherche à démontrer ou à défendre dans son texte. Vous devez reformuler cette thèse avec vos propres mots pour montrer que vous l'avez comprise, tout en distinguant clairement la thèse des arguments qui la soutiennent. La deuxième étape consiste à analyser la structure du texte. Vous devez découper le texte en parties logiques et identifier comment l'auteur construit son raisonnement. Repérez la progression de l'argumentation et notez les exemples que l'auteur utilise pour illustrer ses idées. Cette analyse structurelle vous aidera à suivre le fil conducteur de la pensée. La troisième étape est cruciale. Expliquez les concepts clés du texte. Chaque terme philosophique doit être défini avec précision en expliquant son sens technique spécifique. Montrez les relations entre les concepts et évitez les paraphrases superficielles. L'explication doit révéler la richesse et la complexité de la pensée philosophique. La quatrième étape consiste à replacer le texte dans son contexte philosophique. Vous devez situer l'auteur dans l'histoire de la philosophie et identifier ses influences. Montrez l'originalité de la position de l'auteur et évoquez les prolongements possibles de sa pensée. Cette contextualisation enrichit considérablement votre explication. Le principe fondamental de l'explication de texte est la fidélité absolue à la pensée de l'auteur. Vous devez respecter scrupuleusement ce qu'il dit, sans projeter vos propres idées. Distinguez clairement l'explication de la critique personnelle et restez objectif dans votre analyse. Votre rôle est d'éclairer la pensée de l'auteur, pas de la juger. En résumé,
L'explication de textes philosophiques suit une méthode rigoureuse en 5 étapes essentielles. Maîtriser cette méthode vous permettra d'aborder avec confiance cet exercice fondamental du baccalauréat de philosophie. Nous arrivons au terme de notre exploration philosophique de la conscience, de l'inconscient et d'autrui. Il est temps de récapituler les points essentiels de ce parcours intellectuel. Nous avons d'abord exploré la conscience, cette capacité fondamentale qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Avec Descartes, nous avons vu que la pensée consciente fonde notre existence. Avec Sartre, nous avons découvert que la conscience est liberté et projet. Ensuite, nous avons découvert l'inconscient freudien, cette dimension cachée de notre psychisme. Le refoulement, les pulsions, les conflits internes nous ont révélé que nous ne sommes pas entièrement maîtres de nous-mêmes. Enfin, nous avons analysé le rôle crucial d'autrui dans notre existence, que ce soit comme miroir nécessaire à la conscience de soi chez Hegel, ou comme visage qui nous appelle à la responsabilité chez Lévinas, autrui est indispensable à notre humanité. Ces 3 dimensions, conscience, inconscient et autrui, forment ensemble la complexité du sujet humain. Elles nous montrent que l'être humain est un être de relation, en dialogue constant avec lui-même et avec les autres. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre attention et votre engagement tout au long de ce parcours philosophique. La philosophie n'est pas seulement une matière scolaire, c'est un art de vivre et de penser. N'hésitez pas à partager vos questions, vos réflexions ou vos suggestions dans les commentaires. La philosophie vit dans le dialogue et l'échange d'idées. Continuez à questionner, à douter, à penser par vous-même. Que cette exploration de la conscience, de l'inconscient et d'autrui vous inspire dans votre propre quête de connaissance de soi et de compréhension du monde. Bonne continuation dans vos études philosophiques.